Bonjour, chers étudiants. Je vous invite à écouter une vidéo sur les principes comptables fondamentaux, des principes de la comptabilité bancaire. Alors, j'ai mis dans le titre plan comptable général et plan comptable des établissements de crédit. Cela veut dire que je vais adopter une démarche comparative. Je compare ce que vous connaissez, le plan comptable, les principes du plan comptable général, avec ce que vous ne connaissez pas encore, c'est-à-dire, je fais allusion aux principes du plan comptable des établissements de crédit. Cette précision méthodologique étant faite, je passe à l'introduction de cette vidéo. Alors, en guise d'introduction, je dois dire que les principes comptables sont des règles et des normes appliquées par l'entreprise, notamment bancaire, pour la préparation et la présentation des états financiers à la fin de chaque année. L'application de ces principes doit donner des états financiers transparents, compréhensibles et à même de fournir des informations économiques et financières fiables et crédibles, c'est-à-dire donner une image fidèle pour les utilisateurs, toutes catégories confondues. Si l'image fidèle n'est pas atteinte, on déroge, c'est-à-dire on n'applique pas les principes comptables fondamentaux pour préparer les états de synthèse. Donc, on déroge à ces principes. Et cette dérogation doit être justifiée et expliquée dans les annexes, dans l'état des informations complémentaires. Donc, ceci étant, le nombre de principes comptables adoptés au Maroc sont au nombre de 7. Vous avez la continuité de l'exploitation, la permanence des méthodes, le coût historique, la spécialisation des exercices, la prudence, la clarté, l'importance significative. En France, les principes comptables sont au nombre de 10. Pourquoi? Parce que le nombre des principes comptables dépend du niveau de développement, de l'environnement économique, juridique, etc., etc. Bien, alors, les principes retenus par le plan comptable des établissements de crédit sont les mêmes que ceux du plan comptable général. Ils sont les mêmes. La signification est la même. Il y a différence au niveau des divergences, comme nous allons l'expliquer. Bien, donc, nous présenterons les dispositions de chacun des principes comptables et les dérogations à chacun de ces principes pour la comptabilité bancaire. Bien. Le premier principe, c'est le principe de continuité de l'exploitation. Il faut tout de suite dire que c'est le principe de base, c'est le principe qui conditionne les autres principes. Alors, que dit ce principe? Selon ce principe, les établissements de crédit doivent établir leurs états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de l'activité. Cela veut dire que les établissements de crédit envisagent de continuer leur exploitation comme ils l'ont toujours fait. Mais, si les conditions d'une cession totale ou partielle de l'activité sont prévues, c'est-à-dire le cas de faillite ou de liquidation, alors on n'applique pas les principes comptables. On déroge.
Et il y a deux conséquences. La première, puisque le principe de continuité d'exploitation n'est pas vérifié, alors le reste des principes comptables sont abandonnés eux aussi. Vous avez la permanence des méthodes, le coût historique et la spécialisation des exercices. Donc, première conséquence. Deuxième conséquence, on change de méthode d'évaluation pour élaborer les états de synthèse. Alors, dans ce contexte, si la société, par exemple, l'établissement de crédit prévoit une liquidation, alors on passe au processus de liquidation, aux écritures de liquidation. Et dans ces écritures, on n'utilise aucun des principes comptables. Aucun, pratiquement aucun. Donc, je donne un exemple pour illustrer ça. Le bilan de liquidation d'un établissement de crédit. Un établissement de crédit qui prévoit non pas la continuité de l'exploitation, mais la possibilité d'une liquidation ou la liquidation tout court. Alors, comment établir dans ce cas les états de synthèse? Sur la base de quels principes comptables? Eh bien, les principes comptables, les 7 sont abandonnés et on adopte d'autres critères. C'est le principe de la valeur liquidative. Je suis au niveau du bilan. La valeur liquidative, c'est-à-dire la valeur de réalisation, la valeur ou le prix de cession pour les éléments d'actifs. La valeur liquidative et non le coût historique ou la juste valeur. Pour les éléments d'actifs, on prend comme critère d'évaluation la valeur de remboursement immédiat des passifs. La valeur de remboursement immédiat. Vous avez dans le bilan de cet établissement de crédit qui va être liquidé, vous avez des dettes. Vous avez des dettes et ces dettes, ils doivent être payés dans un certain nombre de mois ou d'années, j'en sais rien. Alors, la liquidation, il faut déterminer la valeur immédiate. C'est qui va être, la valeur à rembourser va être sûrement différente de la valeur qui figure au passif du bilan. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de temps et le temps de règlement, de paiement de la dette, et le temps, c'est de l'argent. Donc voilà pour ce qui est des principes de continuité d'exploitation. La suite, le principe suivant, c'est le principe de permanence des méthodes. Alors, que dit ce principe? Ce principe veut que l'établissement du crédit établisse ses états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un exercice à l'autre. Ça veut dire que les méthodes d'évaluation ne doivent pas changer. Pourquoi? Pour permettre la comparaison dans le temps des états de synthèse et aussi pour avoir une information fiable et cohérente. Mais il se peut, et c'est ce qui arrive souvent, que la banque se trouve dans l'obligation de modifier ses méthodes. Et dans ce cas-là, il y a donc une dérogation possible. Je donne l'exemple du passage d'un dispositif de notation externe des risques à un système de notation interne. Pourquoi ce changement? Pour améliorer la gestion des risques et se conformer peut-être à la réglementation. C'est le cas lorsqu'il y a une réglementation nouvelle qui impose des changements, alors il faut appliquer et se conformer à la réglementation pour changer les méthodes. Dans ce cas-là, la banque doit, au niveau de l'état des informations complémentaires, il doit justifier le changement, pourquoi il a changé, hein, et en faisant apparaître l'impact de ce changement, notamment sur la banque, les clients, les régulateurs et l'appréciation des risques. Le principe suivant, c'est le principe du coût historique. Ce fameux principe veut que
la valeur d'entrée d'un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unité monétaire, c'est le principe de nominalisation, à la date d'entrée reste inchangé et intangible, quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie, puisqu'il est inscrit en monnaie courante, ou de la valeur actuelle de l'élément concerné. Si la valeur de l'élément concerné, par exemple, je ne sais pas moi, un terrain, s'il y a dépréciation, qui fait que la valeur de cette immobilisation diminue en deçà de sa valeur comptable, on constitue une provision. Voilà ce qu'on fait. Pourquoi ce coût de l'application de ce principe? C'est pour donner une image stable, objective, de la situation financière des entreprises. Mais il y a un risque, lequel? C'est que l'image fidèle peut ne pas être atteinte. Quand vous avez des valeurs, des éléments, des actifs comptabilisés à une certaine valeur qui est complètement déconnectée de ce qui existe sur le marché, alors là, votre bilan ne reflète pas la réalité de votre entreprise. Auquel cas, il faut déroger. Alors, pour ce qui nous intéresse en comptabilité bancaire, il se peut que les normes, par exemple les IFRS, ou les régulateurs exigent de déroger au coût historique et d'appliquer la juste valeur. La juste valeur. Pourquoi? Pour quelle opération? Alors, la réévaluation des bilans. La réévaluation des bilans qu'on peut trouver même dans une entreprise industrielle, c'est le cas où vous avez, comme je viens de dire, une immobilisation dont la valeur est largement inférieure à sa valeur sur le marché. Alors là, il faut réévaluer cet élément et le comptabiliser à sa valeur réelle, ce qui consiste à prendre la valeur réelle qui existe sur le marché et le prendre comme nouvelle valeur de l'immobilisation qui figure au bilan. Si vous avez par exemple une immobilisation de 50 et comptabilisée au cours historique de 50 et que sa valeur sur le marché est de 90, il faut dorénavant, après la réévaluation, prendre la valeur de 90 et la différence 40 figure au passif du bilan dans le compte réévaluation des réserves de réévaluation. Réserve de réévaluation. Idem pour une entreprise bancaire. Pour la banque, il peut procéder à la réévaluation de ces immobilisations en prenant comme base d'évaluation la juste valeur. Vous avez également l'évaluation des produits dérivés. Alors, un produit dérivé est un instrument financier, comme vous le savez, dont la valeur dépend ou dérive d'un actif sous-jacent. Vous avez les actions, les obligations, les taux d'intérêt, les matières premières. Et on sait que les produits dérivés sont utilisés soit pour la couverture des risques, soit pour la spéculation ou l'arbitrage. Et comme vous le savez, je ne peux pas dire plus parce que les produits dérivés sont difficiles à expliquer dans des termes simples, sans entrer dans les détails techniques très complexes. Je me limite à ce niveau-là pour dire que l'évaluation des produits dérivés se fait à la juste valeur, qui constitue une dérogation au coût historique. Vous avez également l'évaluation des titres de transaction et que vous connaissez, l'évaluation des éléments libellés en devises étrangères. Alors, tous ces éléments sont évalués à la juste valeur et non au coût historique. Le principe suivant, c'est le principe de spécialisation des exercices. Alors, ce principe est appelé aussi principe d'indépendance des exercices et consiste à rattacher
les charges et les produits à l'exercice comptable au cours duquel ils ont été engagés ou réalisés et à lui seulement. Donc, voilà le principe de spécialisation des exercices. Cela veut dire que la comptabilité bancaire est une comptabilité d'engagement et non de trésorerie. C'est une comptabilité d'engagement. Pourquoi? Parce que le fait générateur de l'écriture comptable, c'est l'engagement et non l'encaissement ou la décaissement. Autre information liée à ce principe, c'est le problème de régularisation des charges et produits que vous connaissez, régularisation actif et passif, qui consiste à ramener les charges et les produits à l'exercice qui le concerne. Voilà ce que dit le principe de spécialisation. En comptabilité bancaire, il y a une dérogation qui nous est fournie par la norme 9, l'IFRS 9, qui a remplacé l'IFRS 39 suite à la crise de 2008. Cette norme adopte une approche proactive qui anticipe les pertes potentielles et impose aux banques la constitution, écoutez bien, d'une provision pour perte de crédit attendue. C'est la perte qui est attendue. Cela veut dire que cela signifie que cette norme constitue une dérogation au principe classique, car elle comptabilise une charge pour une perte future, qui n'est pas liée à l'exercice. Une perte future estimée, contrairement au modèle de perte encourue que vous connaissez. À la fin de l'exercice, on constate qu'il y a une perte probable et on constitue la provision. Alors, la normalisation internationale, notamment la norme 9, introduit une dérogation à ce principe de spécialisation d'exercice en constituant une provision pour perte attendue, pour perte de crédit attendue. Cette perte est estimée au moment de l'octroi d'un crédit, par exemple. Au moment de l'octroi d'un crédit, il constate qu'il peut y avoir une dépréciation. Il se peut qu'il y aurait une perte due, par exemple, à l'impossibilité de créancier de rembourser sa dette. Et la solution constitue une prévision maintenant, pas demain, aujourd'hui. Et de ce fait, elle constitue une dérogation, une exception au principe de spécialisation. La suite, c'est le principe de prudence. Alors, que dit ce principe? Les charges et les pertes sont comptabilisées dès qu'elles sont probables et latentes, alors que les produits ne sont comptabilisés que s'ils sont certains et définitivement acquis à l'entreprise. C'est une approche conservatrice, voire même pessimiste. Pourquoi? Parce qu'il vise à ne pas surestimer les produits ni sous-estimer les charges. Dérogation à ce principe. Les plus-values latentes, et très probables, sont comptabilisées, contrairement à ce que dit le principe de prudence. Les moins-values latentes temporaires peuvent ne pas être immédiatement comptabilisées, contrairement à ce que dit le principe de prudence. Dans quel contexte et quelle opération? Alors, le contexte. Ça peut être le contexte de l'application de la normalisation comptable internationale qui est très largement pratiquée par les banques. Et ça peut être aussi une décision réglementaire de la part des régulateurs. Les opérations.
vous avez les opérations libellées en devises, les titres de transaction et les titres d'investissement et les produits dérivés. Toutes ces opérations, dans toutes ces opérations, les plus-values latentes sont comptabilisées, contrairement à ce que dit le principe de prudence. Les moins-values latentes peuvent ne pas être immédiatement comptabilisées, comme c'est le cas pour les titres de transaction et les titres d'investissement. Voilà, en résumé, ce que veut dire ce que signifie la dérogation au principe de prudence. Le principe suivant, c'est le principe de clarté. Alors, je vais essayer de montrer le contenu les dispositions des principes et les dérogations en me situant à 3 niveaux. Premier niveau, le principe dit: les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate et avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles. Voilà ce que dit le principe. Dérogation en comptabilité bancaire. La compensation est permise. Elle est permise, hein, pour certaines opérations, comme les plus-values et moins-values latentes résultant de l'évaluation de titres de transaction, il y a possibilité de compenser. Les plus-values et moins-values latentes résultant de la conversion des opérations libellées en devises étrangères, là aussi il y a possibilité de compenser. Les plus-values et moins-values latentes résultant de l'évaluation des produits dérivés. Donc, premier niveau, hein, le principe dit interdit la compensation, la dérogation autorise la compensation. Deuxième niveau, petit 2 au milieu, les éléments d'activité passive et de hors bilan doivent être évalués séparément, sans regroupement. La dérogation à ce principe, ou à cette idée du principe de clarté, l'évaluation des opérations libellées en devises, des titres, des produits dérivés peuvent être effectuées globalement par groupe homogène. C'est-à-dire qu'on constitue un groupe homogène, on regroupe certains éléments dans un groupe homogène. Je donne un exemple des devises. Vous avez des devises en euros, en dollars, en yen. Donc, on peut regrouper les uns et les autres dans un groupe homogène, contrairement à ce que dit le principe de clarté. Dernier élément en bas. Les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats, sans aucune compensation entre ces postes. La dérogation en face, à droite, les postes relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent exceptionnellement être regroupés si leur montant respectif n'est pas significatif au regard de l'objectif de l'image fidèle. Voilà donc en résumé, le principe de clarté interdit la compensation et le regroupement des informations et des comptes. La dérogation autorise la compensation et le regroupement. Le dernier principe, principe d'importance significative. Alors que dit ce principe? Les états de synthèse doivent révéler tous les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions des lecteurs et décideurs. C'est clair. Alors, à quel niveau juge-t-on le caractère significatif de l'information? À quel niveau? Eh bien, si le niveau est jugé par la capacité de l'information à influencer l'opinion des lecteurs, des états de synthèse sur le patrimoine, les situations financières, le résultat et les risques assumés. Les risques assumés. Donc, il y a conséquence et dérogation. La conséquence de ce principe,
c'est que les états de synthèse, un état de synthèse ne fait apparaître que les informations d'importance significative en fonction de leur nature et de leur montant. Bien, cela signifie que les informations mineures, insignifiantes, dont, par exemple, qui ont un faible montant, sont non divulguées, c'est-à-dire non portées à la connaissance du public. Voilà la conséquence de l'application des principes de l'importance significative. La dérogation en comptabilité bancaire ne dit qu'en raison des exigences de la transparence et de la conformité à la réglementation bancaire, certaines informations spécifiques peuvent être divulguées, bien qu'elles soient insignifiantes. Alors, je vous donne un exemple. Si une banque effectue des transactions pour la fourniture de bureaux d'un montant, disons, de 5 millions de dirhams, dont 6 000 dirhams est effectué avec une société dont le propriétaire est membre du conseil d'administration de la société, ou ce qu'on appelle les parties liées. Alors, bien que ce montant soit insignifiant par rapport aux dépenses totales, la réglementation bancaire exige que toute transaction avec les parties liées, c'est-à-dire les parties qui ont une liaison avec la banque, une relation avec la banque. Il s'agit ici d'une personne qui est membre du conseil d'administration de la banque. Alors, toute transaction avec les parties liées soit divulguée, soit portée à la connaissance du public, quelle que soit leur importance, pour assurer la transparence. Bien. Alors, donc, cette divulgation consiste à mentionner cette opération dans les notes annexes et dire, par exemple, que les dépenses effectuées comprennent un montant de 6 000 avec la société d'un membre du conseil d'administration, et il faut préciser que cette opération s'effectuer dans le respect des conditions du marché. Voilà donc un exemple de dérogation au principe de l'importance significative. J'arrive à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention.